Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes ravis avec Marion d'être avec vous aujourd'hui pour parler du Baby Clash en expatriation, qui est le sujet de notre webinaire de ce jour. Alors, on va se présenter rapidement pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, même si certains d'entre vous nous connaissent déjà. Donc, je commence. Je suis Marie. Je vis au Congo depuis 9 ans, mais en expatriation depuis 15 ans. J'ai travaillé dans le domaine des ONG pendant plus de 10 ans et je suis mère de 3 jeunes enfants de 6 ans, 4 ans et bientôt 2 ans. Moi, c'est Marion. Donc, je suis aussi au Congo depuis pas mal d'années. Je suis sage-femme. J'exerce au Congo en tant que sage-femme libérale. Et je suis l'heureuse maman de 5 enfants qui ont la particularité d'être nés en Afrique, en Asie et en Europe. Voilà. Alors, avec Marie, on a créé Naissance Nomade très récemment, vraiment en lien avec notre expérience, donc mon expérience de sage-femme, et puis notre vécu à toutes les deux de femmes et de mères multi-expatriées. Ce qu'on constate depuis toutes ces années, c'est que l'expatriation complexifie de nombreux aspects de l'accueil d'un bébé et que les ressources ne sont pas souvent disponibles là où on vit dans sa langue. Et que ça crée du coup pas mal de stress ou d'inquiétude. Et du coup, notre mission, la mission qu'on s'est fixée avec notre entreprise, c'est de contribuer à un vécu serein de la grossesse, de la naissance et du postpartum pour les couples francophones qui sont expatriés à travers la formation ou l'information et l'accompagnement. Alors, aujourd'hui, on va parler du Baby Clash et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais qui est encore tabou. C'est vrai qu'on en entend rarement parler. C'est un sujet voilà, dont on a un petit peu honte d'aborder. Pourtant, ça concerne vraiment tous les couples. Parce que selon un psychiatre et thérapeute familial, 100% des couples traversent des turbulences à la naissance de leur premier bébé. Ça peut être voilà, des turbulences plus ou moins importantes. C'est vrai qu'elles ne touchent pas forcément tout le monde et on va dire tous les couples à différents niveaux. Mais c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde et c'est pourquoi nous pensons qu'il est vraiment important d'en parler. En expatriation, les couples rencontrent des défis particuliers. C'est pour ça que nous avons souhaité mettre l'accent aujourd'hui sur les défis particuliers que rencontrent les couples en expatriation. Et pour nous, vraiment, ça rentre dans notre mission d'informer, de permettre aux couples là, d'anticiper et puis d'avoir des outils et des ressources pour trouver des solutions. On va vous présenter. Alors, on a un petit souci. Ah, excusez-nous. On a un petit souci. Vous voyez bien notre écran, pas de problème, parce qu'on a juste... Oui, oui. Ouais, ok, nickel. On a un petit souci sur. J'ai l'impression qu'il y a des modifications sur notre écran. Je sais pas. Je pense que ça va. Vous voyez, Oui, il y a des Ouais. petits signes oui, oui. là. Ok. Ouais, ça fait des petits signes, mais bon, c'est pas désagréable. Petite, On va vous présenter. Donc, on va te présenter Cécile. Donc, en fait, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Et puis aussi, on t'avait découverte dans le livre qui s'appelle Un postpartum en douceur, écrit par Marion Joseph et Delphine Petit Posma qui est Kramzorg à Amsterdam. Et donc, tu es assistante sociale de formation et conseillère conjugale depuis 2019. Donc, tu connais toi-même l'expatriation. Tu vis, donc, tu es française et tu vis à Amsterdam avec ton mari et vos 2 filles. Et du coup, quand on a souhaité aborder ce sujet, c'était assez évident qu'on voulait le faire avec toi. Et du coup, voilà, on est très, très heureuse de t'accueillir, de faire ce webinaire ensemble et on va te laisser la parole. Bien entendu, si tu as quelque chose à rajouter un petit peu sur ton parcours ou pour te présenter un peu plus, n'hésite pas à le faire. Ouais, bah, bienvenue à tous. Merci en effet pour de prendre ce temps parce qu'on sait en plus quand on est parent, le temps c'est précieux. C'est une denrée rare, l'énergie aussi. Donc voilà, on va essayer surtout, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre justement le plus d'informations, le plus aussi de conseils et de choses pratiques, puisque moi, c'est vrai que dans l'exercice en tant que conseillère conjugale, ce que j'aime particulièrement faire, c'est de partir des réalités de vraiment ce qu'on vit et puis d'essayer de trouver des pistes, mais qui sont adaptées, adaptables à chaque situation.
Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, j'apprécie vraiment cette démarche de Marie et Marion que de dire, voilà, faisons un peu de la prévention, parce qu'en effet, on sait que peut-être vous l'avez tous et toutes remarqué, mais quand il y a un enfant qui arrive au sein du couple, voilà, ça vient perturber. Et malheureusement, on n'en parle pas souvent. On est assez seul avec son vécu. Et pour autant, en fait, prévenir, savoir. On dit que le savoir, c'est le pouvoir. Et l'idée, en fait, dedans, et aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir, moi, par rapport à l'expérience professionnelle, et puis chacun avec son vécu personnel, c'est de pouvoir aider, comprendre ce qui se joue. Pourquoi? Pour pouvoir trouver ce qui va permettre, en fait, de dépasser cette tempête, parfois, où il peut y avoir des vagues plus ou moins grandes, ce sera plus ou moins intense, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'arrivée d'un enfant, ça vient perturber tout simplement un équilibre au niveau du couple. Voilà. Et ça, c'est pour tout le monde, puisque on part de deux adultes et une relation avec deux personnes, et on va arriver avec une troisième personne, mais on se rend compte que ce n'est pas simplement l'arrivée de l'enfant, et c'est tout ce qui va venir par rapport à la femme et par rapport à l'homme, tout ce qui va venir se jouer et s'intégrer dans la relation du couple non plus conjugal, mais ce couple conjugal qui va devenir un couple parental. Et ce n'est pas rien. Donc voilà un petit peu pour présenter les choses. Et puis, ça me semblait intéressant, en fait, de partir. Donc, oui, vous pouvez y aller, les filles, hein, sur qu'est-ce que c'est que le baby clash. Alors, aujourd'hui, et puis peut-être quand vous regarderez ce replay, vous pouvez aussi partager peut-être à des parents qui vont le devenir. D'autres, vous êtes déjà, on l'a vu, parents, l'enfant est déjà là. Et quand on parle de baby clash, on parle de quoi? On parle c'est cette dynamique relationnelle qui vient déséquilibrer le couple par rapport à l'arrivée d'un enfant. Et à quoi ça ressemble? En fait, vous allez peut-être voilà, dire, ah oui, ça, je me reconnais. Ah tiens, ça me fait penser à quelque chose. On parle de tension, de conflit. Et souvent, on va se dire, bah voilà, on n'arrive plus à communiquer. Dès que je dis quelque chose, ça passe pas. Ou j'ai l'impression que c'est pas pour rentrer dans les clichés. Et attention, l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, ni de rentrer dans les gros clichés, mais simplement aussi de partir, en tous les cas, moi, au travers de mon expérience, de ce que je vois, de ce que j'observe. Et peut-être que vous observerez les mêmes choses. Et par exemple, pour un exemple de désengagement, on peut avoir la maman, par exemple, qui est avec son enfant et qui a le sentiment que son mari prend de plus en plus de temps au travail ou avec ses amis, et il va y avoir cette espèce on va sentir un désengagement, donc ça va être un ressenti, et parfois, c'est vraiment de la part de la femme, enfin de la maman, de la femme et de l'homme, dans la relation du couple conjugal, j'entends bien, on va avoir cette espèce de désengagement où il y aura moins comment dire, de propositions, il y aura moins de contacts, il y aura moins, voilà, on va plutôt être on se voit plus, on n'arrive plus à discuter, on n'arrive plus, voilà, c'est des choses que vous pouvez repérer comme ça. Ensuite, on va voir aussi ce sentiment d'incompréhension. Et ça, peut-être que voilà, vous le ressentez aussi sur cette impression que, en fait, on vit pas les mêmes choses. Quand je parle je me sens fatiguée, j'ai l'impression que je ne suis pas comprise, ou quand mon partenaire me dit, moi aussi, je suis fatiguée, et on se dit, mais non, mais au travail, enfin, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vis. Et en fait, on voit qu'à un moment donné, on n'arrive plus justement à pouvoir rentrer en lien, puisqu'on se sent incompris l'un et l'autre. Et s'accompagne aussi parfois ce sentiment de rejet, cette perte de confiance. Et dans la perte de confiance, il va y avoir une perte de confiance à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on va se sentir soi-même, des fois moins en confiance vis-à-vis de son corps, ce qu'on renvoie, l'image qu'on pense renvoyer aux autres.
l'image que je pense que mon partenaire a de moi. Donc ça, ou moi aussi, la perte de confiance vis-à-vis de l'homme ou la femme que l'autre est devenu, ou le parent. Je n'ai pas confiance dans le fait de faire garder mon enfant. Ça existe par le coparent. Et le rejet, on peut le retrouver, par exemple, dans la sphère intime, où il va y avoir des personnes qui vont faire le retour de, bah, moi, voilà, tout est pour le bébé, tout est pour notre enfant, et moi, j'ai pas ma place. Et moi, bah, voilà, dès que je lui dis, bah, viens, on prend du temps ensemble, bah, c'est pas possible. Ou dans l'intimité, et on se sent rejeté. Donc ça, à chaque fois, ce sont des situations où chacun va le vivre différemment, on va l'interpréter différemment, mais ce sont voilà, des choses qu'on peut retrouver, que moi je retrouve dans ma pratique, où les gens expriment ce sentiment de rejet, ce sentiment d'avoir perdu confiance en soi, en l'autre et en la relation. Et il y aura une autre dimension aussi. On parle de distance émotionnelle et distance physique. Donc, ça regroupe un petit peu ce qu'on a vu là, où en fait, c'est vraiment ce côté où je vais me sentir, je vais plus aller oser partager quand je sens que je vais pas bien, que je remets en question euh, comment dire, que je sais pas, que je me sens pas. On peut avoir des questions sur est-ce que je suis une bonne mère, un bon père, est-ce que je vais réussir à retrouver un emploi, est-ce que c'est normal de se sentir euh, agacé, est-ce que c'est normal? Et donc tout ça, on va plus le partager avec son partenaire. Il va se créer une distance donc émotionnelle dans le sens où on va plus aller s'autoriser à parler de soi, à exprimer ses peurs, ses doutes, et la distance physique, parce qu'à un moment donné, bah, il va y avoir de la frustration, il va y avoir ce sentiment d'incompréhension qui va prendre beaucoup de place. Et là, petit à petit, bah, on se parle moins, on est moins dans le contact physique, on est moins dans la présence à l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle d'une distance émotionnelle et physique. Et en fait, ça n'arrive pas par hasard. Ça s'explique. Et c'est intéressant, en fait, de voir là, dans ce qu'on vous propose, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je retrouve chez moi? Qu'est-ce qui fait sens? Parce qu'en fait, en allant voir les causes, pourquoi on en est arrivé là, ça va surtout permettre de savoir où mettre mon énergie, quels outils mettre en place pour sortir de ça. Voilà. Donc, par rapport aux les causes qu'on peut retrouver, je les ai un peu classées voilà, trois catégories. On va parler d'augmentation, de modification ou de diminution. Et là, on va rentrer un peu plus en détail sur augmentation de quoi, par exemple. Typiquement, c'est quand même assez nouveau. C'est que quand on était tous les deux, bah, finalement, même si moi, j'avais le sentiment de plus m'occuper je sais pas moi, alors c'est encore un peu cliché, mais si moi j'avais l'impression d'être plus en charge de l'intérieur de la maison, de l'organisation de la maison, euh, ça me posait peut-être pas de problème. Maintenant, l'arrivée d'un enfant va faire que ça va augmenter, les responsabilités vont augmenter. Et j'ai mis un petit astérisque parce que quand on est expatrié, il y a des choses encore un petit peu plus spécifiques et qui sont importantes, je pense, à mentionner. Par exemple, pour les personnes qui sont en expatriation, la notion de responsabilité, ça va être quand je dois trouver une maison pour un couple où on n'est que deux, c'est pas la même chose que quand je dois trouver une maison quand on déménage et qu'il faut aller trouver une maison adaptée à l'arrivée d'un enfant. Je vais me projeter, je vais essayer de voir s'il y a des modes de garde, je vais essayer de voir quel type si je suis enceinte, quel type de structure peut m'accueillir. Donc, on voit très vite et puis, il va falloir aller chercher l'information encore plus que quand on est dans son pays où on a des repères, où l'information vient à soi assez facilement, même si c'est pas non plus, voilà, j'ai vécu en France, donc
je sais très bien que c'est pas non plus une évidence que tout n'est pas apporté sur un plateau, mais quand on va à l'étranger, c'est encore d'autres démarches, ça demande vraiment des efforts supplémentaires. Et donc là, on imagine bien que l'augmentation des responsabilités, ça va peser aussi au niveau du couple. Comment on va se répartir ça? De quoi on parle exactement? Et c'est pareil sur cette charge émotionnelle. On imagine que l'arrivée d'un enfant, ils estiment que 90% de son énergie, de ses préoccupations, va être dirigée vers l'enfant. Donc cette charge émotionnelle, ces inquiétudes, qui sont tout à fait légitimes, c'est normal de s'inquiéter de savoir quand on est enceinte, si tout va bien se passer, quand on a déjà accouché, si il y a pas, comment dire, il va pas y avoir des problèmes de santé par rapport à soi aussi, le futur, comment ça va se passer, etc. Donc ça, c'est des questionnements, c'est des peurs, c'est des angoisses qui sont nouvelles, qui sont normales, mais qui sont nouvelles et qui vont voilà, chargé au niveau émotionnel, que ça va venir se rajouter au reste qui existait avant. Et puis, bon, je vous apprends rien, mais l'épuisement, la fatigue, euh, c'est quand même pas rien. Et ça, encore une fois, quand on l'a pas vécu, bah ça, c'est la différence entre savoir quelque chose et vivre, expérimenter cela. Et se sentir épuisé, se sentir fatigué, ça vient au niveau du fonctionnement, de nos propres fonctionnements, ça vient influencer comment on va réagir, ça vient influencer notre seuil de tolérance, ça vient influencer notre manière de communiquer avec l'autre, ça vient influencer sur moi j'ai une énergie voilà, c'est pas un puits sans fond, je suis fatiguée et donc je vais devoir faire des choix, je vais devoir faire des concessions. Et tout ça, ça a des répercussions pour soi, évidemment, mais aussi pour la relation, dans la relation, par rapport au. Et il va y avoir aussi un autre élément souvent, on n'en parle pas du tout, mais c'est quand on devient parent, en fait, quand on est ensemble, voilà, on a partagé un bout de vie à deux dans son couple, on a un peu une image de comment est l'autre quand en tant que femme, quand il est dans son travail, quand je suis dans mon travail, par rapport à sa famille, etc. On peut se projeter, voilà, on peut imaginer des choses. Par contre, on ne peut pas imaginer en avance vraiment comment on va être père, comment on va être mère et comment on va être euh, père et mère vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son enfant, mais aussi vis-à-vis du conjoint, de la conjointe. Par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve en rendez-vous? C'est cette notion de désillusion, de déception et de divergence sur mais jamais j'aurais imaginé qu'il serait comme ça, qu'il réagirait comme ça, qu'il ferait ses choix par rapport à notre enfant, que moi j'avais pas, pour moi je pensais qu'on était d'accord sur le fait que notre enfant, je dis n'importe quoi, hein, mais que notre enfant il serait élevé dans l'acceptation, la tolérance, et puis bah dans le quotidien, moi je pense que ça se traduit comme ça, et puis l'autre il le traduit comme ça et ça va pas. Et en fait on voit qu'il y a des grandes déceptions. Et il y a un peu cette image souvent de bah on s'était imaginé être un couple avec son enfant, avec une femme, fonder une famille, et puis euh, et puis montrer au monde un peu voilà une image comme ça. Et puis finalement bah paf, c'était pas ça. Je me retrouve toute seule. Je pensais avoir du soutien. Je pensais qu'il allait être un papa avec des réactions comme ça. Et puis finalement, c'est pas ça que je vois. Je pensais qu'elle allait être maman, mais aussi une femme avec qui bah, on pourrait continuer de passer du temps ensemble. Et puis, bah, c'est pas ça. Et là, en fait, bah, on imagine la responsabilité, la charge émotionnelle, l'épuisement, la fatigue et des désillusions. C'est compliqué. Et en plus de ça, il se passe que le fait de rentrer dans la parentalité, ça peut, c'est pas toujours, mais il faut le savoir, c'est que ça peut être vraiment un moment de vulnérabilité. De vulnérabilité parce que ça nous renvoie à sa propre enfance. Alors c'est inconscient, hein, on ne se lève pas un matin en se disant ah oui je fais le lien avec comment j'étais en tant qu'enfant ou comment ma mère ou comment mon père. Non, c'est des choses qui se jouent de manière, enfin c'est malgré soi.
Mais par contre, clairement, c'est des moments où s'il y a eu des traumatismes, ça peut être des violences sexuelles, des violences au sein de, quand on a eu des parents violents, et ben ça va se rejouer. Ça va revenir dans la relation. Et ça, c'est pas rien, ça fait mal. Et ça va du coup venir clairement, pour donner des exemples, quand on a eu par exemple un accouchement traumatique où notre corps, on s'est senti dépossédé, ça peut venir faire référence à ce qui s'est passé dans son enfance, dans son adolescence. Et là, le corps, c'est fini. Il va y avoir quelque chose comme ça où c'est plus possible. Il y a plus de, c'est plus possible même d'avoir un contact. C'est plus possible même soi-même de se regarder. Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper. Ça, on ne pouvait pas le deviner que ça allait être comme ça. Donc, c'est aussi important d'en parler pour se dire ça peut exister, ça peut arriver et c'est normal. Ça s'explique et il y a des solutions. C'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est le plus important. Donc, l'idée, c'est pas de vous dire ah attention, un gros problème, oh là là, ça va être que la galère que d'avoir des enfants et vous allez, ça court à la catastrophe. Non, c'est pour dire que ça s'explique. Toutes ces augmentations, les modifications hormonales, c'est de la faute de personne. C'est pas de la faute de votre conjoint, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de personne, mais c'est là. Le fait d'avoir des hormones de prolactine qui fait que, bah oui, on va être dans l'allaitement, oui, on va être dans le soin par rapport à son enfant, mais par contre, on va être incapable de ressentir un désir, de ressentir un attachement vis-à-vis de son partenaire, alors qu'avant, c'était le cas. C'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de votre partenaire, mais ça existe. Et le fait de savoir que ça existe, ça permet surtout de ne pas faire de lien sur ah bah voilà, alors il me désire plus, alors elle me désire plus, alors on n'est plus fait pour être ensemble, etc., etc. C'est juste pour remettre les choses voilà, dans les bonnes cases. Ce qu'on voit aussi dans les modifications, c'est ces centres d'intérêt, les priorités. Et souvent, ça se traduit dans le couple par ben oui, mais il y a Dieu que pour l'enfant. Et tout est fait pour l'enfant. On va aller prendre du temps sur choisir ses produits. J'ai encore eu le cas la semaine dernière avec un couple où voilà, c'était la priorité. Pour l'un des deux, c'était l'alimentation parce que bah, ça avait du sens de donner la meilleure alimentation possible. Mais on voyait que bah, pour le partenaire, c'était bah, on perd du temps, c'est du temps en moins pour nous deux, elle est fatiguée, etc. Et je ne comprends pas. Et donc, on voit que les centres d'intérêt, les priorités vont évoluer. Et pareil, il y a dans le couple ce qui peut se rejouer, et notamment quand on est en expatriation, où il va y avoir, voilà, encore une fois, c'est pas des stéréotypes, mais c'est une réalité. La femme, où il va y avoir moins, l'activité professionnelle va prendre moins de place que pour l'homme. Pour le papa, il va y avoir ce côté, bah, moi, ma priorité, c'est d'assurer le côté matériel encore de manière plus intense. Ça va prendre encore plus de place. Donc, ça va être complètement normal que d'aller passer du temps au travail. Ça va être légitimé dans sa tête. Mais par contre, bah, la maman, la femme, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'elle se retrouve toute seule dans le quotidien à gérer. Le soir, c'est épuisant. Et là, on voit qu'on ne se comprend plus. Parce que quand je dis, bah oui, mais moi, j'ai besoin de toi, etc. Bah oui, mais attends, tu ne te rends pas compte. Et toi, bah voilà, t'es bien, tu peux te reposer quand l'enfant il dort. Mais non, c'est pas possible parce que tu ne comprends pas. Moi, ma réalité, c'est pas celle-ci. Et puis, bah, je dors pas parce que je suis complètement en train de me dire est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai pensé à ça, est-ce que j'ai réfléchi sur ça. Et on voit en fait à un moment donné que ça part, le fossé se crée parce que les priorités, les centres d'intérêt ne sont plus les mêmes, les attentes, les besoins, c'est un exemple, ne vont plus être les mêmes. Quand je deviens parent, mon besoin par exemple, de socialiser va peut-être être moins présent. Et l'autre, bah, peut-être pas, parce que justement, il va y avoir besoin, ok, moi je suis pas que papa, je suis pas que maman, et j'ai besoin d'aller socialiser, d'aller trouver des activités extérieures, alors que l'autre, il va être bah, bah non, moi j'attends que tu rentres pour me soutenir. Et on voit en fait des décalages. Et ça, c'est normal, c'est de la faute, encore une fois, ni de l'un ni de l'autre. Ce sont des choses qui existent, qui sont normales. Et par rapport au rôle et place de chacun, c'est pareil. Et là, je prenais l'exemple pour cette notion de quand je vais le rôle quand on n'en a pas parlé avant,
C'est que moi, dans mes repères, dans ma façon d'imaginer la famille ou le couple parental, c'est la femme, c'est la maman qui prend ce rôle de soin, ce rôle d'être disponible, alors que pour le papa, ce sera tout à fait légitime que d'aller vers l'extérieur, d'aller assurer le côté matériel. Et l'idée, c'est pas de dire on est dans des stéréotypes, c'est la société aussi qui favorise pas à ce que ça change, parce que trouver une place en crèche, on l'a peut-être pas anticipé, mais quand on voit que ça coûte 2 000 euros, en fait, on va aussi revoir ses priorités, revoir les choix ne vont pas être les mêmes. Et donc, on voit que la place de chacun au sein de la famille, au sein du couple, vont être différents. Parce qu'à un moment donné, quand il y aura l'enfant, moi, ma place, ce sera d'être dans le soin, voilà, d'être présente à côté de mon enfant, et j'y prends plaisir, alors que mon conjoint, il m'attend à une autre place. Voilà, donc ça, c'est intéressant en fait de pouvoir identifier, vous, si vous vous observez en fait que dans vos places à l'intérieur de votre couple, il y a des choses qui ont évolué. Et dans les modes de communication, évidemment aussi que il y a des choses qui vont être influencées, parce que on le voit après, mais notre seuil de tolérance n'est pas le même. On va pas le temps, l'énergie n'est pas la même, on n'a pas nos disponibilités psychologiques ne sont pas les mêmes, et donc quand je vais communiquer, je vais être peut-être beaucoup plus directe, ou alors je ne vais rien dire parce que j'aurais eu le sentiment d'avoir tendu des perches, d'avoir fait part de mes attentes et qu'il n'y aura pas eu de retour. Donc, je ne demande plus rien. Et à ce moment-là, on s'éloigne. Ou l'autre, au contraire, a eu l'impression d'avoir fait des choses et qu'il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de reconnaissance, il n'y a pas eu de signaux pour dire c'est bien parce qu'en même temps, on le voit aussi dans les places. Souvent, on entend moi, je voudrais bien qu'il soit plus présent, que ça soit plus présente dans le soin. Et en même temps, le papa, il a peur parce qu'il pense qu'il va mal faire. Ou alors parce qu'il y a une expérience où il y a eu, à un moment donné, le papa a fait quelque chose et il y a une remarque. Et du coup, c'est intégré. Bon, voilà, moi, je fais pas bien. Il vaut mieux que ce soit pris en charge par l'autre. Et à ce moment-là, on voit que dans les modes de communication, il va pas y avoir ces moments de reconnexion, il va pas y avoir cette possibilité de parler de ce qu'on ressent, de quoi on a besoin et ce qu'on attend de l'autre et du couple. Et par rapport aux relations avec les familles, en fait, il faut savoir que dans un couple, ce qui va un peu générer des moments de tension, il va y avoir comme sujet la charge, la charge de, comment dire, la charge mentale, l'argent et les relations avec les belles familles. Et ça, quand on est en expatriation, c'est quand même un sujet. Parce que quand vous habitez au Congo, ou même pour moi, je suis aux Pays-Bas, même si c'est pas très loin, ou sur d'autres continents ou dans d'autres pays, vos familles, potentiellement, soit vous sentez que vous avez besoin de soutien, de voir votre famille, soit votre famille veut venir. Et comment on fait? Comment on les accueille? Quelle place ils prennent? Et on voit aussi dans le quotidien, souvent, il va y avoir ce côté, elle passe tellement de temps au téléphone avec sa mère, avec ses sœurs, avec ses cousines, et puis tout ça, c'est ce temps moins avec nous. Parce qu'à côté, il va y avoir ça va vraiment venir de manière interne, venir provoquer des choses où on aura besoin de ce contact avec nos parents, ou au contraire, ce détachement. On sentira que là, il faut s'éloigner. Et puis derrière, il y aura les belles familles ou les familles qui viendront. Eh oh, on veut venir vous voir, on veut venir vous voir. Comment on fait? Comment on gère ça dans le couple quand ça prend beaucoup de place ou quand on est en désaccord avec ça? Et je voulais parler des diminutions. On voit que le temps pour soi, il y en a moins. Ça, je ne vous l'apprends pas. Pour pouvoir se retrouver, ces moments où on se sent proche, où on se sent compris, où on se sent aimé, c'est compliqué.
Le seuil de tolérance, on l'a vu, c'est avant, je tolérais, ça me posait aucun problème de savoir que après cette journée de boulot, il allait sur Netflix, ou alors ça me posait aucun problème quand je suis le papa de me dire qu'elle allait voir ses copines tous les week-ends, etc. Et là, bah, on voit que ça pose un problème. On voit que ce qu'on tolérait avant, c'est plus tolérable. Donc voilà, il y a des changements. Et voilà, sur les relations sociales, le soutien émotionnel, on voit que c'est des attentes qui évoluent. Ça change, c'est des changements. Et ça, faut pas le nier. Faut l'observer. Et voilà, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Mais c'est surtout que c'est pas pareil. Pour moi, mon besoin d'aller au contact des autres va être différent que mon partenaire. Et bah, c'est là où on peut ne pas se comprendre. Parce que souvent, on parle pas des mêmes choses. Donc voilà. Donc sur quoi on peut agir, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez agir sur certaines choses. Et il faut aussi se dire que vous pouvez pas être sur tous les fronts. Donc c'est important aussi d'identifier, tiens, qu'est-ce qui à aujourd'hui est compliqué pour moi? Alors il y a des choses que vous pouvez faire en anticipant. Donc ça vous pouvez. Il y a des choses où, alors ça c'est pareil, hein, quand on a eu des enfants ou quand les enfants sont nés, il y a des choses on peut plus faire. Mais peut-être qu'il y aura une prochaine grossesse. Et du coup, c'est bien d'anticiper, d'oser et de s'entraîner. Je dis ça parce que des fois, on se dit, ah oui, je sais, j'ai entendu parler du baby clash, je sais que ça va être compliqué parce qu'on sera fatigué. Mais du coup, on ne va pas aller oser parler des sujets. On ne va pas aller oser vraiment dire bah, comment on va faire dans cette situation-là. Voilà, poser les choses et s'entraîner à parler de ça, à parler des sujets un peu compliqués. C'est pour ça que je parle de projet de naissance, projet de couple parental, parce que vous avez, et Marie et Marion ont certainement beaucoup d'idées et de pistes sur ces fameux projets de naissance, comment on crée son projet de naissance. Mais pour le couple, pourquoi c'est de se reposer cette question aussi? Pourquoi on fait un enfant? Pourquoi on décide de créer cette notion de famille? C'est quoi ce grand projet-là? Ça va nous amener où? Et il y aura forcément des choses qui vont venir complexifier tout ça. L'éducation, ça c'est des sujets très voilà, touchy. L'éducation, le budget. euh, Moi, j'imagine, si on n'a jamais parlé que bah moi, pour moi, c'est important que mon enfant, jusqu'à ses 6 mois, 9 mois, il soit allaité, jusqu'à ses 6 mois, 9 mois ou 3 mois, peu importe, il dorme avec nous, ou que au contraire ils dorment pas. Mais si on ne l'a jamais dit en fait, c'est une fois que ça arrive que là, bah, émotionnellement, on est bien chargé, fatigué, et là ça pète en fait, c'est plus possible. Alors que si on en parle avant, ça veut pas dire qu'on aura toutes les réponses, mais déjà on se dirait ah ouais c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ah bah tiens, comment je me projette là-dessus? Et c'est de jouer avec ça, parce que justement vous êtes dans une période où on peut se dire bah, voilà, on est un peu sur il y a l'amour, il y a ce lien, on est prêt à faire des concessions, on est prêt à se mettre au niveau de l'autre. Il faut profiter de ce moment voilà, fertile pour pouvoir aller aborder des sujets plus compliqués. Et quand je parle de ressources, c'est pareil, le budget. Il va y avoir un des deux certainement qui va travailler moins, peut-être qu'il va même plus travailler. Comment ça se passe? Combien de temps ça va durer? Est-ce que moi, je m'imagine ne plus travailler? Est-ce que moi, je m'imagine moins travailler? Mais du coup, je vais faire quoi? Et est-ce que je suis OK avec ça, en fait, vraiment? Peut-être que oui, et peut-être que non. Et ça, c'est important de pouvoir. Alors, pardon, parce que je vois que j'ai hop, un peu de batterie qui. Je m'excuse. Je sais pas pourquoi. Ce côté où, bah, oui, oui, c'est important de pouvoir en parler. Et ça rappelle en fait cette notion de faire équipe. Faire équipe, ça veut dire quoi? Faire équipe, ça veut dire qu'on se parle des choses, qu'on se dit, voilà, il va y avoir des concessions, il va y avoir des changements. Sur quoi je peux m'appuyer? C'est quoi nos ressources? Comment ça se passe qu'est-ce que connais de toi? Et puis quand tu es stressé, comment ça se passe quand tu es stressé? De quoi tu as besoin quand tu es stressé? Quelles sont tes ressources à toi? Et inversement, et moi mes ressources, et moi de quoi j'ai besoin, etc. Et ça, c'est important en fait de zoomer là-dessus. Et puis sur gérer les désaccords. Donc voilà, ça c'est comment on gère nos désaccords actuellement, sur quoi on va s'appuyer, quelles sont nos forces. Les filles, vous pouvez du coup aller sur cette notion de reconnaissance. Je parle de reconnaissance, de patience, de douceur.
il faut être réaliste. Il va y avoir des changements. Chacun va vivre des changements individuels qui vont se répercuter sur le couple. Si ça, on l'accepte pas, que l'autre va changer, que moi je vais changer, que nous allons changer, ça va être compliqué. Donc ne pas résister. Être patient, être doux envers soi-même, être dans cette notion de il n'y a rien qui est une évidence. Donc réalisant que chaque petit pas, c'est une victoire. Célébrer les succès, faire de la place à ce qui fonctionne. C'est pas évident quand notre enfant il fait pas ses nuits, quand on est en stress, bah, d'avoir fini une semaine. Et ça, il faut se le dire. Ça, faut pas hésiter à faire de la place à ah bah oui, peut-être qu'on l'aura pas fait comme on aurait imaginé le faire, mais on l'a fait, on survit, on a nos forces, on s'est dit bah tiens, là je te fais un petit café, là j'ai une attention pour toi, là voilà, j'accepte que bah le parent que j'avais imaginé, ce ne soit pas comme ça, ce soit une période difficile et on va réajuster. On laisse de la flexibilité parce que justement, il y aura des imprévus. Ce que j'ai projeté sur toi, ça se passe pas comme ça. Mais c'est OK. Et on va trouver nos solutions. Et ce qui est important, c'est ce besoin de réassurance et de reconnaissance. Finalement, dans ces désaccords qui arrivent en séance, c'est très souvent quand on creuse, mais je ne me sens pas reconnue, je ne me sens pas soutenue. Et des deux côtés, sauf que ça va s'exprimer sur différentes choses. Mais je me sens pas, voilà, moi j'ai juste besoin qu'on me prenne dans les bras. Alors que quand je dis que ça va pas, il va me dire, bah, organise-toi mieux, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Non, j'ai besoin d'être écoutée, simplement. Et parfois, on a honte de demander de l'aide. Et ça, c'est aussi, voilà, quelque chose où je vous mets en alerte parce que tout seul, bah, c'est très compliqué. Et souvent, eh ben, on n'ose pas, surtout quand on est en expatriation, où on se dit, c'est moi qui ai fait le choix de partir. Les personnes voient une carte postale, la famille, je travaille pas, j'ai de la chance, etc. Et on n'ose pas aller s'exprimer sur les difficultés. Et pour autant, si quelqu'un venait exprimer des difficultés auprès de vous, vous l'accueilleriez. Donc, permettez-vous ça. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer et se connecter. Quand je dis efficacement, c'est-à-dire que communiquer, les gens disent, bah oui, mais on se parle. Oui, mais on parle de quoi? Est-ce que je parle, est-ce que j'ai identifié de quoi j'avais besoin? Quand je dis, il faut que tu m'aides le soir, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce que pour l'autre, ça veut dire, bah, accepter de revenir plus tôt alors qu'il y avait une réunion et il aura fait une grande concession. Alors que pour moi, c'était, bah non, à ce moment-là, moi, je veux que le repas soit préparé la veille, je veux que après que les enfants soient couchés, je veux ce temps-là. Mais si on l'a pas imaginer pour soi-même comment l'autre peut le deviner. Parce que quand moi, je demande un relais, ça ne veut pas dire la même chose que pour vous, que pour lui, que pour elle. Donc ça, c'est important de voir vraiment, j'identifie, j'observe de quoi j'ai besoin, à quoi ça ressemble le plus concrètement possible, pour éviter les incompréhensions, pour éviter que ces incompréhensions se transforment en frustration, en rancœur, il me fait des reproches, elle me fait des reproches, et où on s'éloigne et on peut plus se blairer. Donc, c'est important de s'exprimer, de partir de soi. Et quand je parle OSB, c'est voilà, observer une situation concrète. Ça fait 3 soirs de suite où je me retrouve toute seule. Pour moi, c'est compliqué. Ça me donne le sentiment d'être seule. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin que tu sois là, mais que tu sois là pour me soutenir par rapport au bébé parce qu'il pleure, etc. Bien sûr que vous aimeriez que ce soit naturel, que ce soit spontané. Et c'est là où il y a la déception. Mais pourquoi il ne me comprend pas? Il ne devine pas en tant que papa qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Eh ben non. Pour certaines personnes, pour l'instant, c'est une construction. Donc, il va falloir accepter cette désillusion, ce côté où on va être en désaccord, où on n'a pas les mêmes, on se projette pas de la même manière en tant que parent. Mais par contre, c'est important de pouvoir s'autoriser à se parler, à exprimer ce dont on a besoin. Et écouter vraiment, ça veut dire qu'on se tait et qu'on va pas arriver en se disant, voilà, il me parle, elle me parle, mais moi, je veux contre-argumenter, je veux non. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, quand tu me dis là que j'y arrive pas, que je suis mal organisée, moi, ce que je comprends,
c'est que tu remets en question mes capacités de moi, ça me blesse parce que. Est-ce que c'est ça que tu voulais me dire? Est-ce que je crois que j'ai mal compris. Aller vraiment au fond des choses. C'est compliqué parce qu'on n'est pas, voilà, on est fatigué, etc. Et c'est pour ça que quand je dis il faut faire attention, communiquer efficacement, c'est aussi que il va y avoir des moments plus ou moins propices. Quand on est arrivé à la fin de la journée, qu'on n'en peut plus, c'est peut-être pas à ce moment-là qu'on va avoir les meilleurs échanges constructifs. Après, on peut avoir envie de se vidanger et d'aller exprimer son ras-le-bol, mais il faut créer un autre moment pour que ce soit plus constructif. Et il faut créer des moments, quand c'est possible, où on va se reconnecter, où on va nourrir ce lien. Pourquoi on est ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de le sourire à l'autre, aller se faire son café, aller créer ces moments de rituel, de routine. Il y en a, pour qui c'est important d'aller faire le bain ensemble. Et ça, c'est important à vous d'être créatif sur. Et c'est pas nécessairement une fois par mois aller partir en week-end. Non, 5 minutes par jour, c'est des fois beaucoup plus. Ça apporte beaucoup plus au couple qu'une fois par mois. Et parfois, il y en aura, ce sera une fois par mois, ce sera ce qui marchera le mieux. C'est à vous de voir ce qui correspond. En conclusion, donc c'est beaucoup de choses. Et l'idée, encore une fois, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens pour moi? De quoi, là où je suis le plus en difficulté, là où je sens que ça tire plus, c'est quoi? Est-ce que c'est dans la communication parce que j'ai le sentiment qu'on ne se comprend plus? Est-ce que c'est ce sentiment de solitude? Est-ce que c'est ce sentiment que j'avais imaginé qu'on soit parents comme ça et finalement ça ne se fait pas? Ça, c'est à vous de voir. Comment vous sentez les choses à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? C'est normal aussi qu'on soit perdu parce qu'il y a beaucoup d'informations et chacun doit s'approprier les choses. Mais qu'est-ce que je décide de mettre en action? Et parfois, c'est vraiment les petits pas. Encore une fois, vous n'êtes pas, voilà, on n'a pas de baguette magique, mais c'est petit pas par petit pas. Faut que ça fasse du sens. Et parfois, tout seul, c'est compliqué. Et encore une fois, quand je dis il n'y a aucune évidence à devenir parent et encore moins un couple parental harmonieux, c'est parce qu'on ne nous apprend pas à communiquer, on ne nous apprend pas à devenir parent. Donc, il n'y a aucune évidence avec ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être travaillées, des choses sur lesquelles c'est intéressant d'aller se pencher. Vous ne pouviez pas imaginer que en devenant parent, ça vous fasse vriller sur votre rôle de femme, votre rôle de mère, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et se dire encore une fois que vous n'êtes pas seul et que demander de l'aide, c'est pas du tout un échec et c'est pas une faiblesse. Et au contraire, c'est une démarche d'amour et d'intelligence pour soi, pour son couple et pour la famille. Parce que souvent, on va réussir à dépasser des limites. Vous êtes très fort pour dépasser vos limites, mais attention au revers de bâton. Et d'aller demander de l'aide, c'est dépasser des limites, mais pour soi et pour les autres. Et donc, c'est pas du tout un avis d'échec. Donc voilà, je voulais vous dire que je reste complètement disponible à vos questions, si vous en avez ici ou en privé, c'est avec grand plaisir. Voilà, mesdames. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur mon site. Et voilà. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. On a mis tes contacts, puis on les renverra. Merci infiniment. Je pense qu'il y a beaucoup de pépites. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée et que je trouve précieuses à entendre. Donc, merci, merci pour ce bel exposé. On sent que c'est ta pratique de cœur et que tu maîtrises Merci. vraiment ce que tu nous dis. C'est pas des conseils en l'air. On sent que c'est vraiment du vécu. Alors, nous, on en profite pour vous dire un petit mot sur le cœur de notre sujet, le cœur de notre réacteur. Nous, c'est la naissance. Et on a la même approche que Cécile. C'est chouette, c'est qu'on se dit que pour la naissance, on peut aussi faire équipe. Et on a concocté du coup un parcours à 2 voies, Marie et moi, pour être au même niveau d'info et au même niveau de confiance pour le jour de la naissance. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez ensemble, en couple, choisir le lieu d'accouchement, les professionnels et surtout définir vos souhaits. Donc, c'est un peu ce projet de naissance dont on entend parler, dont Cécile parlait, c'est qu'est-ce qu'on souhaite vivre pour cette naissance et comment on se sent tous les deux acteurs.
On entend souvent, nous, des papas qui nous disent ouais, j'ai pas trop trouvé ma place, je me sentais un peu comme un cheveu sur la soupe. Et voilà, on sait qu'on peut le vivre différemment, mais comme disait Cécile, en fait, ça s'anticipe et ça se prépare. Alors, par tome, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 4 modules où on parle de physiologie de la naissance. On vous explique comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme. On vous explique aussi ce qui se passe dans le monde aujourd'hui en termes d'accouchement. Vous ayez un peu un tableau large pour ceux qui sont expats et qui s'apprêtent peut-être à accoucher à l'étranger. On vous explique vraiment, on démystifie l'accouchement voix basse, la césarienne, les complications, les ressources pour gérer la douleur. Et puis, on élargit la réflexion en vous parlant de la peur, de la place du père. Voilà, c'est un peu un concentré d'infos pour être au top dans sa tête et dans son couple le jour J. Ah, donc, c'est des vidéos. Il y a 3 heures de vidéos découpées en 13 vidéos. Et on vous a prévu pour ceux qui êtes là, si vous le souhaitez, donc un petit code promo pour bénéficier de ce parcours à un tarif encore plus avantageux. Du coup, on vous enverra le replay donc, du webinaire et le code. Et si vous n'êtes pas actuellement voilà, en attente d'un enfant, vous avez peut-être déjà accouché, mais que vous connaissez quelqu'un qui attend un bébé, vous pourrez aussi leur transmettre le code. L'idée, c'est vraiment, en fait, nous, on a envie de construire aussi nos parcours avec vous. Et on souhaite ensuite donc, faire notre parcours grossesse et notre parcours postpartum, dans lequel aussi on voudra parler du baby clash. Et pour ça, voilà, on a besoin de vos retours, on a besoin de savoir ce que vous pensez. Déjà, notre parcours sur l'accouchement, donc ça nous permettra vraiment de pouvoir affiner et de faire quelque chose qui réponde à vos besoins. Et pour cela, donc, on a aussi une permanence et on vous propose, si ça, voilà, si l'envie vous dit, de nous contacter, de prendre un café virtuel. C'est 30 minutes. Alors, c'est les lundis après-midi, mais on peut s'adapter en fonction de vos horaires, de vos disponibilités. L'idée, c'est de pouvoir se rencontrer, d'en connaître un peu plus sur vous. Et puis, si vous avez des questions, des appréhensions, des conseils, lors de ces appels, on peut aussi voilà, vous mettre en contact. Si quelqu'un, par exemple, dit on a une situation, des conflits ou des tensions dans notre couple, là, on peut dire, par exemple, on peut vous mettre en relation avec des professionnels comme Cécile qui peuvent vous aider. On vous enverra aussi le lien pour prendre rendez-vous dans le mail du replay. Et comme donc, nous faisons des webinaires mensuels, vous pouvez déjà noter le prochain qui aura lieu dans un mois, le 23 mai. On change un petit peu l'heure. Généralement, on le faisait sur la pause déj, mais là, on va le faire avec une gynécologue qui est basée à New York. Donc, on avait besoin d'avoir un créneau qui lui convenait. Et on va parler des échographies pendant la grossesse. Donc, si vous attendez un bébé ou si vous connaissez des personnes autour de vous qui attendent un bébé et qui sont en situation d'expatriation, n'hésitez pas à leur en parler. Voilà, on sera ravis de partager ce moment avec vous. Il nous reste du coup quelques petites minutes. Voilà. Et bien entendu, nos contacts, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de nos webinaires ou si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés. On est vraiment à l'écoute et on sera ravis d'échanger avec vous. Donc, si vous avez voilà, des questions, des commentaires, voilà, on a déjà pas mal de petits messages encourageants de remerciements. Alors, qui te disent, voilà, merci Cécile, c'était très intéressant. Merci Yolande. Et voilà, n'hésitez pas aussi à partager ce que vous souhaitez. Vraiment, on a ce petit moment ensemble. Moi, j'avais une question, bonjour. Ce que je trouve compliqué dans la naissance d'un enfant en expatriation, c'est l'isolement. Parce qu'on vit souvent en microcosme, enfin, en tout cas c'est ma situation, on vit vraiment dans un microcosme où on est juste mon conjoint, moi, mon bébé. Et je ne trouve pas évident de faire rentrer des tiers en fait, parce qu'on n'a pas les familles qui sont proches, on n'a pas les amis. On a en fait assez peu de personnes pour pouvoir souffler. Et moi, je vois que une des choses qui est compliquée à gérer, c'est justement de ne pas avoir de lien avec l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez des conseils à donner pour pouvoir justement faire rentrer de l'air frais dans un foyer. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai, Caroline, merci parce que en effet, je l'ai pas abordé, je crois, et c'est tout à fait exactement un point hyper important et qu'on retrouve.
Donc, par rapport à ça, je pense que c'est vrai, quand on vit à l'étranger, il va y avoir ces ressources, je pense, de manière générale, ces ressources physiques proches et les ressources, ça, c'est les réseaux, enfin, tout ce qui permet la connexion au monde avec les réseaux virtuels. Et donc, c'est aussi de voir, tiens, moi j'ai besoin de quoi? Alors, c'est vrai qu'un soutien, par exemple, psychologique, émotionnel par d'autres mamans, etc., on peut aussi créer une espèce de village. D'ailleurs, ça existe, des points comme ça. J'ai en tête Milky Date qui fait voilà, cette notion de se retrouver, mais en virtuel, pour avoir se retrouver en communauté. Et puis, il y a d'autres, peut-être aussi dans le pays. Et après, le soutien, ne serait-ce que faire garder mon enfant, ça, c'est pas virtuel, il a ses limites, quoi. Et en même temps, ça peut être, en tous les cas, un besoin que de se dire, bah là, j'ai besoin de ça. Et c'est comment je vais aller vers l'extérieur, comment je vais construire mon nouveau réseau de là où je suis. Alors après, il y a les accueils à l'étranger. Nous, je sais qu'on a un Amsterdam Accueil, enfin, il y a possibilité du coup rentrer en contact. Mais ça va demander à la personne d'aller en fait, c'est aussi s'autoriser à ce que vous venez de dire, par exemple, partager en fait ce sentiment. C'est pas juste pour aller boire un café ou pour aller aux visites qui sont organisées. C'est plus que ça en fait. Et ça, c'est aussi comment on crée le lien avec ceux qui nous entourent, comment on se crée enfin voilà, tout ce support, ce soutien en effet. Ce qui est différent de pouvoir contacter ses proches par WhatsApp, enfin, par vidéo, etc. Ouais, C'est tout à fait. encore autre chose. Mais ça demande à soi-même aussi de se dire, OK, est-ce que moi, c'est un peu faire preuve de vulnérabilité. Et c'est donc ce qu'on disait aussi, on retrouve souvent dans ces parcours-là, cette notion de culpabilité, cette notion de honte, où on va pouvoir dire, mon enfant, il a un problème, je dis n'importe quoi, il a un souci. Mais par contre, soi-même, s'autoriser à se dire, c'est un peu compliqué, là, on n'ose pas. Et Mm. pour autant, c'est ça qui permet souvent de développer des pistes, de trouver des idées. Marion, peut-être vous avez des choses aussi. Non, c'est vrai que c'est quelque chose quand on vit, le fait qu'on soit loin de notre famille, de nos amis, et c'est quand même le premier soutien. C'est un soutien émotionnel, d'écoute, et puis aussi de relais. Les grands-parents qui peuvent garder les enfants un week-end. Euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir se recréer ça, et ça dépend de combien de temps on reste dans les pays. Nous, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on est au Congo, et du coup, on a réussi à se recréer ce petit village. Voilà, donc on a des amis, on a aussi le personnel, donc c'est-à-dire l'aide qu'on a à la maison. Au Congo, on a cette chance de l'avoir, et s'il y a des pays où c'est une chance, en fait, et il faut vraiment pouvoir en bénéficier. C'est comme des personnes qui font partie de notre famille, de notre foyer. Donc, c'est vraiment des relais. Et puis, il peut y avoir, comme l'a dit Cécile, des associations, des groupes de soutien entre mères. Nous, par exemple, voilà, on a aussi, ça c'est vraiment bénévole, c'est dans la naissance nomade, mais on est actif dans le Club Poussette. Et c'est une initiative française, mais qui se développe dans d'autres pays, mais ça peut exister sous d'autres formes. C'est des groupes de soutien entre mamans. Il peut aussi exister des groupes de soutien entre parents. Donc ça, il ne faut pas hésiter à y aller et à demander. Voilà, ça peut être vraiment le voisin, la voisine. Le lycée français, moi, je trouve qu'on pense pas assez à faire appel aux babysitters francophones aussi qu'on peut trouver dans. Ouais, ça demande de réseauter un petit peu, mais je trouve que ça peut être une alternative aussi, voilà, à voir en fonction de l'expérience, etc. Mais ça peut aussi être un levier si c'est ponctuel, si c'est pour des soirées, etc. De savoir que quelqu'un parle français et potentiellement a de Ouais. l'expérience avec des frères et sœurs. C'est quelque chose qui est Mais chouette. déjà, en fait, d'avoir identifié ça, je trouve que ça, c'est hyper Ouais, important. Parce ouais. que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sent, c'est dans l'air. Et en fait, c'est typiquement le genre de sujet où ça va venir. On n'est pas bien. Et du coup, forcément que c'est dans la relation avec le partenaire, on n'est pas bien. Et on se sent seul. C'est le sentiment de solitude, même à l'intérieur du Mhm. couple. Ça vient l'accentuer, en fait. Et finalement, du coup, Caroline, de se dire, ah ouais, en fait, ça, j'ai identifié déjà ça. Ça veut pas dire que ça fait tout le reste, hein. Mais déjà ça, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'est-ce que vous identifiez. Et du coup, ça peut permettre de dire, ah, quelle première action je peux faire par rapport à ça que j'ai identifié. Et Mm. donc, c'est aussi parce que finalement, comme Marie et Marion, il y a aussi, il faut se le dire,
c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, parce elles sentaient elles-mêmes quelque chose qu'il fallait, que ça n'existait pas, créer, en fait, ce groupe, enfin, voilà, cet environnement-là, parce que vous serez peut-être la première à avoir osé dire, tiens, dis donc, ce serait peut-être pas mal si on se retrouvait, etc. Parce que ça se trouve, il y en a déjà 5 dans leur coin qui ont pas encore, parce qu'il faut oser se dire, ah bah oui, c'est vrai que je me sens seule. Et ça, c'est difficile. Voilà. Donc, déjà, merci aussi pour l'avoir exprimé, parce qu'en effet, à chaque fois, ça permet pour d'autres, ça résonnera, c'est certain. Merci. Un message de Marianne, une remarque. J'ai l'impression que ma relation de couple a été compliquée après la naissance de notre fils, non seulement à cause de l'expatriation, mais aussi à cause de la différence culturelle entre mon mari et moi. Et oui, et en effet, encore une fois, quand je disais, il y a des choses où ça nous embête pas quand il n'y a pas d'enfant. C'est cette question, si on prend simplement la culturelle, si on prend la religion, ou même culturellement, qu'est-ce qu'on fait comme moi c'est tout bête, hein, mais nous, Noël, moi dans ma famille, Noël c'est sacré, je veux dire ça comme ça. Pour mon conjoint, si pour mon conjoint c'est la même chose, comment on fait à Noël? On se déchire. C'est des choses très concrètes où on voit que ça va être des sujets où la place, encore une fois, sur les choix d'éducation. Moi, dans ma culture, c'est important ou dans mon éducation, dans mes repères, c'est important d'aller dans telle direction. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça. L'enfant n'est pas forcément au centre de l'attention. Alors que pour moi, dans ma culture, l'enfant représente quelque chose en particulier qui sera le centre de l'attention. Et du coup, on voit qu'on va emprunter des chemins, on va se percuter. Et en fait, quand on est sur la différence culturelle, il faut essayer de se dire, OK, à un moment donné, par contre, cette différence culturelle, elle n'a pas été un problème. Elle est aussi une force. Quelles sont nos forces dans cette différence culturelle? Quelles sont nos forces au sein de notre couple? Et comment faire de ces différences, non pas des choses qui vont nous écarteler, mais des choses où on va essayer de se complémenter, de se compléter, et d'en faire un plus. Et ça, c'est pas forcément évident, parce qu'en plus, dans les couples, on a des phases. Et si vous êtes dans la phase de pouvoir, c'est pas de chance, parce que du coup, ça va venir renforcer le côté de attention, il veut ou elle veut comment dire, donner plus de place à sa façon de faire, elle veut m'imposer sa façon de comment on s'occupe d'un enfant, il veut m'imposer la façon dont il imagine la famille. Et donc, si dans le couple, vous êtes déjà dans ces espèces d'enjeux de pouvoir, typiquement, les différences culturelles vont venir vraiment accentuer, enfin, ça va venir accentuer ces notions de conflit. Et pour autant, il y a des manières de faire pour éviter qu'on reste sur des opposés qui font mal. Parce qu'on peut être en désaccord, mais ça ne fait pas mal pour autant. Et c'est aussi ça, en fait. Des fois, on ne résout pas tous les conflits. Par contre, on a une façon de gérer des conflits. Il ne va pas y avoir cette souffrance-là. Il ne va pas y avoir cette sensation d'être une moins que rien, ou d'être un incapable, ou d'être que dans des reproches, etc. Et ça s'apprend, en fait. Ça, pour dépasser ces différences-là et pour en faire autre chose que il y aura des différences culturelles, ça c'est sûr. Mais comment faire en sorte que ces différences culturelles ne viennent pas creuser le fossé et nous séparer, émotionnellement parlant. Merci beaucoup, Cécile. Merci à tous et à toutes. On a déjà dépassé de quelques minutes, mais c'était super intéressant d'avoir cette dernière question. Merci, Marianne. Et comme tu le dis, ça s'apprend. Donc, c'est vraiment chouette de l'entendre. C'est déculpabilisant. On est tous concernés, donc on se sent moins. Ah oui. Et vraiment, c'est ça. On espère qu'après avoir visionné ce webinaire, vous vous sentiez, en tout cas, que vous ayez quelques pistes et que si les conflits ou les tensions sont toujours là, il y a des solutions. Et ça peut passer aussi, il y a des phases difficiles dans les couples, mais on peut les surmonter. Donc, on vous remercie de nouveau pour votre participation, pour nos échanges. Un grand merci, Cécile. Merci à vous.
à tous à très bientôt et belle journée là où vous êtes, où que vous soyez dans le monde. Bonne journée. À Au bientôt. revoir. Merci. Merci, au revoir. Oui, merci, au revoir.